Voilà, deuxième jour du salon Time to Watches, la 3e édition qui se déroule ici à la Aide. Et nous commençons tout de suite sur ce talk sur le design horloger, surtout les nouveautés présentées ici au salon pour cette nouvelle édition. Et pour cela, je me suis entouré de designers et d'un brillant journaliste pour apporter un peu d'équilibre. On ne peut pas dire ça. Bon, vous allez vous présenter, tu te présenteras comme tu veux, Stéphane. Aucun problème. Alors, honneur aux dames. Lucille, présente-toi. Présentez-vous rapidement. Et puis, chacun de mes invités ont fait un choix sur le salon et vont présenter leur choix. Et on va parler d'esthétique, on va parler de design, on va parler de création. Y a-t-il encore de la création dans l'horlogerie ? Y en aura-t-il encore demain ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? Voilà, c'est un peu le sujet du jour. Et puis après, on va échanger et puis on va partager un petit peu sur cette créativité sans limite dans cette horlogerie. Lucille, merci à toi. Merci. On se tutoie, hein, on est entre nous, il n'y a personne. Présente-toi, je t'en prie, et puis voilà, on commence comme ça. Merci. Donc merci de m'avoir invitée. Moi je suis une jeune designeuse et je suis étudiante à la Aide à Genève. Donc voilà, en Master 1. En Master 1 Oui. à la Aide à Genève. Et c'est à la chaire horlogère. Dans la chaire horlogère. La chaire horlogère avec Valérie Ursenbacher. Ursenbacher. Et voilà, excellent. Bon, merci à toi. Merci. Et je passe le micro à monsieur Éric Giroux. Bonjour. Vous êtes designer. Enfin, tu es designer. Tu es designer, Éric, depuis... tu es un jeune designer, tu as commencé... Depuis à peu près une trentaine d'années maintenant. Je viens de commencer. Et ça se passe bien ? Est-ce que c'est un métier d'avenir, designer ? Oui, complètement, bien sûr. Je pense qu'il y a du travail, il y a plein de choses à faire. Il faut juste se laisser un petit peu faire et avoir une attitude qui est critique mais constructive. Merci, Éric. Maximilien, toi aussi, tu es un jeune designer ? Jeune designer grisonnant, quoi, mais ouais, non, fraîchement indépendant et heureux d'être de nouveau à cette table. Merci, Tu Marc. étais venu l'année dernière, comme Éric il y a 2 ans. Exact, et puis voilà, donc j'ai essentiellement fait carrière dans différentes sociétés, bureaux de création, et voilà, ça fait 5 ans cette fois que je propose mes services en tant qu'indépendant. Bon, excellent, merci. On se réjouit de te découvrir. Et Stéphane, vous avez le droit de vous partager les micros. Stéphane Gachet, donc vous êtes un jeune journaliste. On peut se tutoyer aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est plus fort que moi, c'est le micro, ça m'intimide. Tu es un jeune journaliste qui travaille dans une petite revue, une petite revue genevoise. Je te laisse les adjectifs. Je suis journaliste, ouais. Et puis je suis très heureux de parler de design parce qu'en fait le design c'est un élément absolument central dans cette industrie, mais les designers en règle générale on les voit pas, on leur parle pas, on n'a jamais le droit de savoir pour qui ils travaillent. C'est vrai, c'est un sujet qu'on aborde à peu près chaque année. Il y a ce mystère dans la création horlogère où les maisons, ces êtres immatériels auraient tout inventé, tout créé. Bon, parfois c'est des CEO aussi qui auraient tout inventé, tout créé, mais en fait il y a des vrais gens et il y a des vraies dames et messieurs qui créent derrière. Est-ce qu'il y a de la frustration pour les designers qui se cachent Lucille, tu sais pas encore, mais Maximilien, toi qui as travaillé dans des maisons, est-ce que... Donc la frustration... De ne pas être sur la scène. Bon, ça, tu es sur la scène aujourd'hui. Donc, c'est ce que, oui, j'en parlais encore assez récemment. C'est vrai que depuis ce choix de vivre l'indépendance, j'ai une relation à l'objet et aussi aux différentes sociétés, différentes maisons qui est très différent. C'est-à-dire que le fait d'avoir un regard extérieur fait qu'on se libère aussi des politiques d'entreprise qui peuvent peser sur la créativité et ce recul, cette forme de liberté est, je pense, très importante pour une forme de, je mets des guillemets, mais de renouveau, de regard, quoi. Voilà. Merci. Lucille, demain, tu vas quitter l'école, enfin c'est une école évidemment, oui. et comment est-ce que tu vois ton avenir, toi, plutôt indépendant, plutôt
plutôt dans une grande maison, plutôt dans un studio. C'est un peu finalement, c'est un peu les trois directions, les trois carrières, on pourrait dire, dans le design. Je pense, comme tout le monde, je rêve un petit peu d'indépendance, mais j'aimerais bien me faire aussi mes marques et mes armes auprès de plus grands. Très bien. Bon, Voilà. écoutez, s'il y a des candidats dans la salle, n'hésitez pas. Voilà, on distribuera des cartes. Eric, toi, tu as toujours été indépendant. Oui. Moi, je suis très mauvais à la machine à café. La photocopieuse. Oui, j'ai toujours été indépendant et j'ai un vilain défaut, c'est que je travaille tout seul. À la maison. Chose qui arrive. Je sors pas. Non, j'ai effectivement une carrière aussi d'architecte, mais depuis cette nouvelle carrière de designer horloger, parce que je dessine quasiment que de l'horlogerie, je suis effectivement très libre et indépendant. Mais je n'ai pas cette frustration qu'on cite souvent, parce que j'ai eu énormément de chance de travailler avec des marques et des maisons qui ont parlé de mon travail, qui m'ont mis en avant. Et je salue, parce qu'on parle souvent de ceux qui n'en parlent pas, mais on oublie de saluer ceux qui parlent de notre travail, ceux qui sont contents de notre travail, etc. Mais c'est vrai que dans les grandes marques et dans les grandes maisons, par exemple, je vais être dur, mais je n'ai pas l'impression que c'est un sujet qui les fascine. Notre travail sert à faire de l'argent. Et le design, dans le fond, est une donnée qui est très fine. Et on le voit ces temps. Ils sont plus au patrimoine qu'à l'atelier de création. Ils ont mis la lumière au sous-sol. Donc, résultat des courses, comme la mode est au vintage, on ne va pas parler d'un designer qui a redessiné la même montre qu'avant. Mais il y a beaucoup de création. Il y a énormément de création. On compte sur les jeunes et les nouvelles générations qui nous créent des magnifiques choses nouvelles et qui sont souvent des marques créées par des gens qui créent aussi. On va découvrir ça. Stéphane, alors toi, ton regard de journaliste par rapport à cette création, par rapport à... Est-ce que toi, tu as relevé des choses par rapport au designer? On parle des designers, on parle Eric a très bien résumé. Effectivement, la lumière dans la cave, on le voit aujourd'hui. On regarde beaucoup dans le rétroviseur. On s'inspire du passé. Même les nouvelles marques se lancent sur cette tendance au passé, au vintage, comme on dit. Puis effectivement, moi, ça me pose toujours un problème. Je ne sais pas où est la création véritablement là-dedans. Et je ne sais pas quelle place ça laisse aux designers. Et moi, j'ai l'impression aussi que le design est complètement sous-exploité dans cette branche. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres domaines de création, du luxe, la mode, l'architecture, l'automobile, j'ai l'impression que l'horlogerie est assez réactionnaire. Ça dépend où on met les curseurs, c'est toujours pareil, c'est comme la lumière. Mais effectivement, c'est une industrie qui... Il faut aussi penser que quand on parle de la mode ou de certains domaines, c'est des domaines qui sont beaucoup plus vieux par rapport à la création. On dessine des montres depuis pas si longtemps que cela avec des designers. On oublie les déjeuners à la Rotonde à Bienne dans les années 60 où les horlogers se voyaient en disant « T'as pris quelle boîte, t'as pris quel cadran » parce qu'ils avaient vu les fournisseurs. On a un bel exemple. La première, la Calabrese. La Vincent Calabrese, c'est alors, exactement... Stéphane, puisque tu parles, c'est parti. Montre-nous les montres une par une plutôt. On va y aller une par une peut-être. Voilà, on enlève. Vous n'avez rien vu, on cache. Hop. Allez Stéphane, tu commences. Tu parlais de Vincent Calabrese justement. Là, on voit. Alors attends, là il y a la Bayo. Une main, un doigt. Ok, hop. Voilà. Alors Stéphane, toi, tu nous as apporté Vincent Calabrese qui a voulu s'installer d'ailleurs. Oui, parce que je suis assez pragmatique. J'ai commencé par l'entrée et comme Vincent Calabrese, c'est celui qui est tout au fond à côté de l'entrée. Je lui ai demandé d'amener une de ces montres spatiales parce qu'elle c'est typiquement une montre qui a été faite à une époque où les designers, même le métier de designer horloger n'existait pas. C'est quand 70 77, il nous a rappelé ça tout à l'heure. Ouais, en 77 pour les gens. Ouais, on n'avait pas grand monde, il y avait des designers dans les maisons. Puis après, on avait et on les appelait pas designers, ils s'appelaient stylistes. Exact. Voilà. Jean-Claude Guette, par exemple. Jean-Claude Guette, par exemple. Ou Eddie Schopfer. Ou Gérald Janta. Ah ouais, GG. GG, le retour.
pour ceux qui l'ont connu. Lucille, Non, tu n'as pas connu GG, toi, vraiment. Non. Et alors, et Vincent Moi, il Calabrese a m'aimait eu un mot très, très joli quand il a ressorti. On lui a demandé de sortir une de ses spatiales. Et il nous a expliqué que quand il l'a dessiné en 77, l'horlogerie était en crise. Et il s'est dit qu'il avait deux choix, soit il changeait de métier, soit il changeait le métier. Et il a pris le parti de la simplification. Donc il a enlevé quasiment la moitié des composants qu'on trouve normalement dans une montre. Et il est arrivé au concept spatial qui après a été repris par Corum pour la Golden Bridge. Voilà, et que Vincent a pu continuer à exploiter, sauf sur la ligne droite qui était réservée à Corum. Donc il a fait toutes sortes de lettres, toutes sortes de dessins avec ça. Et il n'y a pas de designer. Oui, mais il n'y en a pas besoin quand il y a ce genre de démarche. C'est un peu comme quand on a mal au ventre, quoi. À un certain moment, il ne faut pas non plus imposer un métier. Il y a des gens qui ont, je ne sais pas, il y a des horlogers qu'on connaît, qui ont fait leur route et qui ont dessiné, qui ont créé. François-Paul Journe dessine ses propres montres. Et il est arrivé à faire des belles montres. Et on a aussi le cas inverse. On peut être... et puis y avoir un designer et on arrive à un résultat. Moi, j'adore la phrase « Eric, on a tout fait juste, mais la montre ne se vend pas ». Je dis, ben justement, peut-être qu'il y a une autre conversation. Mais là, on est dans un cas extraordinaire parce que c'est devenu iconique, c'est devenu source d'inspiration, mais ça n'a pas été initié tel quel. C'est la belle version du patrimoine horloger. Et Vincent en fait partie d'une manière un peu sous-estimée pour moi. Vincent Et il est là, un d'ailleurs, acteur pour extraordinaire de l'horlogerie. Le public qui ne le connaît pas, il est effectivement à l'entrée dans l'espace indépendant, donc il faut véritablement aller redécouvrir. Je rajouterais que c'est absolument indispensable de s'arrêter sur son stand parce que c'est l'occasion unique de voir autant de ces montres réunies, parce que c'est sa collection personnelle. Merci Stéphane. Allez, je continue comme ça. Eric, quel est ton choix ? Quel est le choix que tu as souhaité mettre en avant aujourd'hui sur les montres exposées à Time to Watches ? Moi, j'ai plein de choix, hein, je suis gourmand. Alors, Parce que, contrairement à ce qu'on dit, j'aime ça. tu aimes les montres ? Oui, j'aime bien les montres. Alors commence par un choix. Alors. Ah bah là, il n'y a pas grand-chose. Alors, ton choix, voilà. 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 Non, ça... Pardon, je vois pas. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Karl Sushi, Ah, voilà. qui est ici maintenant depuis quelques temps, qui est une marque qui a été... Voilà, merci à Showcase. Voilà. Non, Alors, pas grand-chose, hein, c'est un peu dommage. Non, alors moi, j'ai beaucoup d'affection parce que on a parlé du patrimoine avant, on parle de l'histoire, c'est une marque ancienne, autrichienne, donc ça m'amuse encore plus parce que l'horlogerie, elle se veut très suisse, mais elle a été, durant le 19e siècle, très anglaise, très française, très autrichienne, très allemande. Et comme les marques reviennent, je trouve que le côté international me parle beaucoup. Et ce qui me parle beaucoup chez Karl Sushi, c'est que, il y a un très beau dessin, il y a un travail de design qui est excessivement soigné, il y a une modestie qui me touche. Et dans le fondamental, quand une marque nous appelle en tant que designer, il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'une marque qui a une histoire fait une montre aujourd'hui qui est dessinée aujourd'hui. Le côté facile, c'était de prendre Karl Sushi, de prendre les codes de l'époque et de ne pas se casser la tête. Eh ben non. Karl Sushi a décidé, avec Robert et son équipe, de se dire non, nous on fait une montre aujourd'hui et on veut avoir la même modernité qu'avait Karl Sushi en son temps. Et moi je souligne l'intelligence de ce parti pris, avec cette complication, si on peut l'avoir de dessus, monsieur s'il vous plaît, avec cette date qui tourne, qui est une complication qu'on pourrait dire petite, mais qui donne une animation. Chaque jour, ma montre a une autre tête.
Je précise peut-être quelque chose. Tu n'es pas le designer de cette montre. Absolument On est pas. d'accord qu'il n'y ait pas de Absolument malentendu. pas. J'y suis pour rien Tu du n'es tout. pas Alain Delon, tu n'es pas l'Alain Delon de l'horlogerie. On est d'accord. Non, mais je suis très admiratif de la maison qui avait déjà créé un premier modèle avec une petite seconde qui était comme une cinématique. Je trouve qu'avec peu, on fait beaucoup. Et ça, ça rejoint la modestie des horlogers. Moi, je trouve cette montre très séduisante. Moi, j'ai une question pour tout le monde, pour Lucille aussi, la question de la fraîcheur que tu viens de soulever, hein, finalement, peu importe la marque, on peut toujours amener une fraîcheur. Est-ce que ça fait souvent partie des pitchs et du travail pour Pas vous forcément. Pas forcément. Dans la majorité des cas, je pense qu'il faut accompagner, il faut questionner. On dit toujours un projet, c'est 1000 questions, un produit, c'est une réponse. Mais ça dépend c'est un jeu de ping-pong, ça dépend de nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser un peu faire? Parce qu'on nous raconte des fois des histoires où on peut être un peu surpris, énervé, à se demander ce qu'on fait là. Il faut digérer, il faut écouter. Et puis c'est aussi à nous de parler à nos interlocuteurs de manière douce et intelligente pour créer un dialogue, pour créer quelque chose. Et la fraîcheur, c'est le résultat d'un échange assez sympathique. C'est assez simple. Moi, quand c'est tendu, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Il y a aussi la curiosité. Je pense que ce qui est un atout important, si on veut, en tout cas, approfondir plus loin dans une recherche, toujours en lien avec la marque qui mandate, qui a cette demande, c'est ça, c'est d'être curieux. Et tu le disais souvent, Eric, c'est les mots. C'est-à-dire que dans un échange, c'est avant tout c'est des humains derrière des objets qui se réalisent. Et donc les échanges, les mots, ce qui ressort de séances sont extrêmement importants. Donc être à l'écoute et puis en même temps traduire ça avec la culture qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'il y a, on a tous un vécu, on a tous une histoire, et puis ce regard par rapport aux mots qui sont aussi échangés, ce regard sur la marque m'a fait, oui, que ça apporte, je pense, une forme de fraîcheur. Après, on adhère ou pas en fonction de la personnalité, mais le but, c'est ça, c'est d'être avant tout curieux et puis d'être extrêmement à l'écoute de ce que souhaite le client. Voilà. Merci Max. Lucille, tu veux ajouter quelque chose? Non. Eh bien, c'est ton tour, Lucille. Tu as choisi de nous présenter la marque Beau Bleu. Voilà. Nos amis de Showcase qui vont nous présenter ce produit. Qu'est-ce qui t'a touché? Tu connaissais pas? Tu as découvert sur le salon? Oui, je connaissais déjà. Et c'est vrai que c'est une marque qui me parle beaucoup. Il y a une lecture d'heure qui me plaît. Et dans mon travail personnel, c'est vrai que j'ai tendance à... Rapproche un peu ton micro. Oui, pardon. J'ai tendance à essayer de revisiter cette lecture d'heure. Et du coup, c'est là que je me suis vraiment retrouvée dans cette marque. Le bracelet nous a beaucoup aussi interpellés. Donc, son tombé est vraiment très très élégant et il épouse bien le poignet. Donc voilà, c'était des éléments qui me paraissaient très importants. Merci Lucille. Eric, tu avais été sensible au bracelet aussi, on en a parlé ce matin. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est un exercice difficile avant d'émettre un jugement. Les Milanais, les Polonais, il y a plein de noms comme ça, hein, sont une culture des années 50, 60, 70. Dans certains cas, ils étaient faits à la main avec des fils d'or. Il faut savoir qu'on les a négligés. C'était un artisanat extraordinaire. Il y avait une société au Tessin qui les faisait. C'est tissé à chaud. On peut en faire vraiment des choses merveilleuses. Et j'en parle parce que j'ai été soumis à cet exercice. Et ça n'a pas été simple. Oui, je trouve qu'il a choisi la bonne maille. Il est à la bonne échelle. C'est l'erreur de débutant. Souvent, les échelles sont... c'est le pull en laine l'été, ça ne marche pas. Parce qu'on travaille de la maille. Et puis, alors, il est très malin et intelligent parce qu'il a réussi à faire, justement, quand on parle de couture, il s'en est très bien sorti sur l'entrecorne, ça veut dire les extrémités. C'est de la couture.
Et franchement, je dis bravo parce que l'intégration est bien. Et on oublie ce côté qui a souvent été jugé un peu négatif, un peu cheap, en disant ouais, mais bon, c'est facile et tout. Non, non, alors lui, il a été jusqu'au bout, entre le bracelet, nanana, etc. Je dis bravo, bravo, très, très, très bien vu. Hein. Bravo Nicolas, je pense qu'il est sur son stand, la foule, voilà, mais j'espère qu'il pourra apprécier ces merveilleux commentaires. Stéphane, tu as un commentaire évidemment. Tu m'as pas invité pour poser des questions, mais j'ai quand même une question, parce qu'effectivement la question de le rapport à l'artisanat est très fort dans l'horlogerie, et dans la création, les designers se partagent souvent le terrain avec les artisans. Comment est-ce que, en tant que designer, on dialogue avec eux? Il y a la question du bracelet, mais il y a la question des cadrans, des finitions, de la gravure, des dessins, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières et plusieurs personnalités. Pour parler de ma petite personne, moi j'ai un plaisir énorme de suggérer avec les marques et maisons, sans être un staccanoviste. Tiens, on pourrait faire ça, comme ça. Après, on avance un peu avec les marques. Et lorsqu'on côtoie des artisans, il y a le mot art, métier d'art, etc. Il y a une grande partie de liberté que l'on doit octroyer. Je prends un exemple très simple. Il y a encore quelques années, dans certains cadrans de métier d'art, je dessinais tout. Tout. Maintenant, je dessine très peu, je suggère. Et dans le cas des peintres miniatures, des graveurs, etc., je préfère, avec les gens qui développent le produit au sein des marques, donner la clé, vas-y. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de faire exister ces gens-là plutôt que de faire de la communication grotesque avec des fantômes. Parce que déjà, métier d'art, je trouve ça très... on est entre art de la table, on ne sait pas trop. Et je suis très vexé parce qu'il y a des grands artistes dans cette industrie qui ont du talent et avec qui, franchement, moi j'en ai pris plein la tête. Hein. Moi j'ai même l'impression que cette industrie vante beaucoup les métiers d'art, mais ne les soigne pas tellement. Hein. Là, et comme l'exemple du bracelet, du bracelet en maille, c'était un métier c'était une spécialité genevoise. Les grands fabricants de ces bracelets étaient tous à Genève et ils ont tous été tués. Il reste un petit atelier indépendant aujourd'hui. Voilà. Laurent. Oui, non, mais je pense que ça fait aussi partie de... Après, ça dépend avec qui on travaille et quelle maison. Je trouve qu'il y a quand même des marques et des maisons... qui ont une culture de l'artistique. On ne va pas faire la liste, mais par exemple, les maisons parisiennes je crois qu'elles sont très généreuses et laissent beaucoup de liberté au métier d'art. Oui. Moi, j'essaye, mais je ne décide pas grand-chose. Moi, on me dit, voilà, cette année, c'est les lapins, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'année du lapin, donc. Voilà, moi, je cherche des images de lapins, des dessins de lapins, etc. C'est l'horlogerie. Et puis après, je suis face à un choix de fournisseurs où il y a le peintre S. Lapin. Non mais Ouriguet. Docteur Lapin. Et puis j'ai énormément de plaisir à ce que cette personne prenne le relais et continue un petit... Moi, je me mets gentiment en retrait pour que Docteur S. Lapin grave ou peigne le lapin. Et voilà. Mais je trouve que les grandes maisons font des choses extraordinaires. Honnêtement, moi, je suis souvent gêné. Gêné. Oui, parce que en fait, dans mon métier, j'ai l'occasion d'aller partout, d'aller dans les grandes maisons et d'aller chez les tout petits et chez les artisans. Et quand je vois ce que les artisans sont capables de faire, ce qu'ils développent pour eux, leurs exercices, quand ils font leur gamme, et quand je vois le produit final, je me dis, on est passé à côté de quelque chose. Il y a une culture de l'artisanat qui est inexistante dans beaucoup de maisons. Et qui n'est jamais poussée au niveau où les artisans sont, en réalité. La frustration, là, je sens. Frustration. Il est énervé ce matin. Pas de chocolat dans les croissants. Alors, non, mais j'ai pas ce sentiment. Je peux faire un aparté. J'ai grandi. Je suis arrivé sur cette plateforme où j'avais pas de travail. Mes premières foires de bal, je les ai faites avec deux artisans qui sont devenus d'ailleurs des grandes vedettes des métiers d'art.
Et j'ai souvenir qu'on a grandi ensemble et que ce sont des gens qui ont gardé des univers, qui sont merveilleux. Il faut toujours dire une chose, c'est comme quand on parle des designers et les gens disent « ouais, mais ils ne parlent pas de vous et tout ». Mais sachez, messieurs les journalistes, que nous, on a vécu l'aventure. On a créé le jouet avec des gens, etc. Moi, des fois, je suis très content qu'on me fiche la paix après. Non, mais il faut laisser les choses se faire. Il faut, à un certain moment... Max, moi, je dis toujours, quand je fais des dessins au début, c'est mon projet. Là, j'ai mon petit ego qui rayonne, je fais ma prima donna dans la cuisine, je suis le roi. Dès que je présente des dessins et que la lumière s'allume et que les gens disent « Ah, la variante Béric, on la trouve sympa, mais on n'aime pas la couronne », c'est plus mon projet. Et ça, c'est la manière dont j'ai appris à travailler. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'approprient les choses, au même titre que les consommateurs trouvent de la place pour acheter et se faire plaisir. On n'a jamais autant parlé de mots magiques qui n'existent pas, mais c'est de la communication. Nous, on ne fait pas de la communication. On ne fait pas du storytelling. Non, justement, c'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir vous parler plus souvent, parce que en fait, vous occupez des postes hyper stratégiques et l'historique des modèles, des collections, c'est votre mémoire à vous. Ça n'intéresse peut-être plus grand monde, parce que nous parlons plus que On d'horlogerie. organisera un talk sur le sujet, Voilà. je vous Tout promets. le monde parle de l'horlogerie quand la montre arrive dans la boutique, liée aux réseaux sociaux, liée à des images et liée à des prix. Comme disait l'autre, tout le monde connaît le prix des choses, personne n'en connaît sa valeur. Donc nous, on a une chance Chrono énorme. 24 pour la Nous valeur. sommes les espions. C'est-à-dire qu'on est dans la cuisine, on vit cette aventure avec ses méandres. Non, mais là, Eric, je peux pas entendre ça. C'est comme si on résumait l'histoire de l'art à l'histoire du marché de l'art. Oui, mais je crois que la communication horlogère aujourd'hui est vraiment concentrée sur le marché. Oui, mais donc on se met à l'écart. On ne s'intéresse pas qu'à ça, non? Oui, Lucille, non, mais c'est pas une histoire d'intérêt. coupe-leur la parole, n'hésite pas, il faut pas. Max aussi, tu peux, prends le micro. Lucille, moi, j'ai pas pris mon petit déj ce matin. Je suis en train de. T'es énervé là, tu apporter du sucre. Manque de sucre. Non, t'as fait un choix aussi. Allez. Alors pas du tout. T'as fait aucun choix. Bravo. Je te félicite. Non, mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai repéré les. T'es honnête. Un designer honnête. Est-ce que vraiment, c'est possible? Les mêmes modèles que mes. Donc Karl Sushi et puis également Beau Bleu. Beau Bleu, très bien. Que je trouve particulièrement dans le, on va dire, dans l'air du temps. Et ça a été très bien expliqué. Mais l'air du temps, c'est bien ou c'est pas bien? Enfin, non, mais c'est-à-dire cette forme de fraîcheur. C'est-à-dire, si je prends Beau Bleu, on a aussi une forme de poésie dans la lecture de l'heure. Et il y a une forme de fraîcheur. Et je trouve ça, je suis aussi attentif à ces détails. Je mets aussi l'accent sur les personnes qui ont contribué à réaliser ces modèles, parce que l'un comme l'autre sont des gens qui ont l'air d'être des trentenaires, en tout cas de ce que j'ai compris il y en a qui font très jeune, hein, je veux dire. Comment? Regarde, moi je fais très jeune, toi aussi. Oui, non, mais tout à fait, on essaie de se maintenir, quoi. C'est usant le métier de designer, Max. Tu te rends pas compte. Et voilà. Et donc, on en revient à cette forme de fraîcheur, et j'aime ça. J'aime la fraîcheur. Très bien. Écoutez, t'aimes les glaçons. Très bien. Ah oui, allez, on avance. Un choix de journaliste peut-être. Enfin, apparemment, il y a plusieurs choix de journalistes. Alors, tu n'as pas été payé pour tes choix, c'est très important de le rappeler. Pas encore. Pas encore. Par contre, il y a une urne devant. Non. Alors, vas-y. Ouais, deuxième choix. Deuxième choix dans l'ordre, hein, pas dans le ressenti. C'est la montre de Thomas Baillot. Thomas Baillot, dont on a déjà entendu parler. BA 1110D. C'est celle-ci que tu voulais présenter? C'est pas celle-là. Alors il y a une raison un peu particulière par rapport à notre sujet. C'est la Lily
Et est-ce que c'est la première montre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une montre qui met en avant sa designeuse. Voilà. Oui. Parce que c'est Liliane. Alors, petit clin d'œil. Effectivement, Thomas, on ne se connaît pas, mais oui, Liliane, Speed dating. aussi trentenaire, qui n'en veut. Qui Ok. n'en veut? Non, mais je veux dire, Liliane est quelqu'un que je connais bien. Tu aimes les femmes et la fraîcheur. Non, mais Liliane, je la connais particulièrement bien. Très et ça bien. fait longtemps que je ne l'ai pas revue et je l'ai Elle est vue là ce soir, s'épanouir. sous le rideau. S'épanouir de nouveau au travers du travail de Thomas Baillot. Et je trouve son boulot magnifique. Est-ce que ça veut dire que Thomas lui a laissé la place sous le Baillot? Il y a de la création. Je ne connais pas suffisamment Thomas pour, On va te le pour présenter. le dire, mais je pense que oui. Et je le sens au travers des échanges que j'ai eus avec Liliane. Elle a cette forme de liberté et les modèles s'en ressentent. Et Voilà. Libérer les designers. Merci voilà Thomas. Ce qui est. Merci. Libérer les designers, quoi, qu'ils évitent de rester dans la cave. Voilà, c'est ça qui est important. Justement, la fameuse cave. Merci, c'est un super hommage, mais moi c'est l'autre que je voulais voir. Okay. La Delta. Est-ce qu'on a encore l'autre? Ceci dit, c'est la même designeuse. Donc, Alors, est-ce qu'on a encore l'autre montre de Monsieur Baillot? BA111OD, c'est ça? Oui, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire là? Tu aimes les triangles? Non. Rien. J'ai rien du tout à dire là-dessus. Très bien, merci Stéphane. Alors, non, en fait, non, j'adore cette montre. Pas tellement pour son design aussi, parce il ressemble, il est très spécial, il ressemble à aucun autre, mais surtout pour son mécanisme, cette idée de jouer sur la géométrie, reprendre des principes de base, des cycloïdes, c'est un truc assez compliqué, mais très simple à voir. Si on peut faire tourner l'aiguille et voir avancer les heures, on comprendra tout de suite. L'aiguille des heures ne tourne pas rond, elle tourne en triangle. Et c'est un pur geste de... À la fois, c'est parti d'un designer, et puis ça a été repris par un horloger. C'est de la mécanique, et c'est vraiment un langage horloger. Avec un peu de mécanique, on peut changer la lecture de l'heure. Alors c'est quoi? C'est le dessin en premier, la mécanique après? Évidemment, c'est le dessin d'abord. C'est les deux en même temps. Rien, non aucun rapport. Merci Thomas. Eric, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai rêvé. Ou Lucille? Lucille, ça te parle les triangles? Ça me parle les triangles. Non, c'est plutôt que j'aime bien cette idée justement du designer qui va pouvoir fantasmer cette mécanique et avoir l'horloger qui va la réaliser derrière. C'est un petit peu un fantasme que tout designer aimerait avoir, travailler avec un horloger qui le comprend et réciproquement. Donc. Merci Lucille. Max? C'est aussi parce qu'on parle de design, mais il y a aussi ce conflit bureau d'études, designer. Je pense que c'est important. Tu as des comptes à régler, toi? Non, du tout. Non, c'est vraiment un travail de main dans la main. C'est-à-dire, on se fout. Je pense qu'il y a ce truc aussi qui est lié au design, Lego, etc. Et réaliser un modèle, c'est avant tout une collaboration. Donc c'est ça, c'est des gens qui ont chacune des qualités, et le but c'est de mettre ça en commun pour arriver à un résultat. Et point qui est aussi extrêmement important pour moi, c'est ça, on n'est pas seul. On travaille avec des gens, et donc se respecter pour arriver à un objectif. Alors, il y avait un autre choix qui est revenu parmi vous, et j'avais demandé qu'on apporte la montre, c'est celle de Behrens. Alors vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit Behrens qui est aussi tout à l'entrée. Je ne sais pas qui veut commencer. Eric, peut-être à nouveau? Oui. Tu m'en as parlé en premier, puis après Stéphane, Lucille. Alors, voilà. Presque. La maison Behrens. Alors, au même titre que Karl Sushi, on voyage, hein. Et je pense qu'on a parlé d'ouverture d'esprit. On est sur une marque chinoise qui fait tout en Chine, avec une engineering chinois, des composants, tout est fait sur place, hormis une seule chose, et c'est très amusant, dans le métissage, l'organe réglant qui est suisse. Donc j'ai beaucoup de
Le de cœur est suisse. respect et d'affection pour Ericsson qui développe cette marque et qui prouve que l'horlogerie est internationale. Et C'est aussi le salon Time to Watches. Désolé, un peu cocorico, un peu de publicité, mais c'est le salon aussi de toutes les horlogeries, de toute l'horlogerie, et l'horlogerie est internationale, et c'est ce qu'on essaie ici de promouvoir. Donc merci à Berens, merci Eric, merci Stéphane d'avoir mis en avant cette marque. C'est déjà fini? Non, c'est pas fini. Non, parce que moi j'aimerais bien. C'est un remerciement intermédiaire. Pour moi, il y a un truc très drôle sur ces montres Berens, c'est qu'elles ne sont pas du tout faites pour lire l'heure. C'est le dernier truc qu'on arrive à lire. C'est bon, c'est excellent. Est-ce que la lisibilité, c'est pas... Mais qui lit l'heure aujourd'hui, Stéphane? Est-ce que tu t'intéresses à l'heure? De temps en temps. Oui, c'est pas simple. C'est payé à l'heure, t'es comme moi. Oui, c'est vrai. Non, la lecture de l'heure n'est pas forcément la chose qu'on voit en premier. Mais ce que j'ai trouvé très beau ici, c'est que c'est vraiment... ça fait penser à ces voitures de sport qui avaient des fenêtres pour voir le moteur. Et c'est vrai qu'on est un peu passé maintenant. Maintenant, on ferme un peu les montres, on montre moins de mécanique. Et là, on montre tout. Et je ne pense pas que c'est une montre pour lire l'heure, mais c'est une très jolie leçon d'horlogerie. Tous les éléments sont mis comme ça. Et moi, je la trouve très éducative, cette montre. C'est une espèce de composition mécanique. Ouais. Oui. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, justement, on parle de la Chine, on parle de l'international. Je trouve qu'Ericsson amène une certaine fraîcheur sur un sujet, un peu comme... on voit que... La fraîcheur dont parlait Max. On voit qu'il y a la belle horlogerie de certains horlogers qu'on connaît, qu'on admire. Et puis ça voyage bien, ça voyage très bien. Et en plus... en plus, elle est fermée dessous. Et ça, je trouvais que c'est extraordinaire parce que... Parce qu'il y a l'heure dessous, en fait. Oui, et puis elle permet d'une gravure, elle permet quelque chose. Je trouve très juste. C'est un travail que je suis depuis quand même quelques temps. Et contrairement à ce qu'il a fait ces dernières années, je trouve que là, il y a un calme. Je trouve qu'il s'est calmé un peu. Non, très, très, très belle. Et puis alors, un peu de forme, mais pas trop. Etc. Je trouve très bien dosé. On parlait de fraîcheur et tout. Je trouve franchement chic. Et puis après, on peut se l'acheter. C'est moins cher qu'une Rolex, les gars. Très bien. Pas forcément évident de gérer aussi une asymétrie. C'est-à-dire de jouer sur les rapports esthétiques sont plutôt bons, voire même carrément plaisants. Ça te plaît, ça te oui, plaît. Alors moi si je peux juste émettre je suis un peu moins fan du rubber d'un point de vue personnel. Rubber. C'est ça, c'est-à-dire le bracelet, exactement. Mais ce n'est que moi. Et magnifique. Lucille, tu veux commenter aussi cette horlogerie, cette vision du design, on va dire. Oui, c'était une des marques avec laquelle j'avais hésité. Avec mais Beaubleu. tous, c'est pour ça que elle était à la fois retenue par tous, presque écartée, mais finalement bien présente. Non, ce jeu entre cette symétrie dans certains éléments et puis l'asymétrie quand même qui est très affichée, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Merci Lucille. Moi je vais vous parler de mon choix maintenant, parce que moi aussi j'ai fait un choix aujourd'hui, et je ne sais pas si nos amis de Showcase peuvent vous présenter mon choix. Et oui, moi aussi j'ai du goût. T'es sûr? Oui, je suis assez sûr de moi. Je suis assez sûr de moi, et ça m'arrive peu. Je suis plutôt un garçon... Voilà, on va être très c'est cette montre. Alors, je ne sais pas si tu la reconnais, Lucille, peut-être. Tu veux peut-être nous en parler. Oui, voilà. Oui, alors, c'est ta montre, bien. Lucille. Voilà, c'est une petite surprise que je t'ai réservée. Explique-nous cette montre, ce projet, Donc, ce travail. Je ne sais pas si la luminosité est idéale. Je vous invite à elle exposer au niveau de la chaire horlogère. Et explique-nous. Ici, c'est un travail que j'ai réalisé pour mon projet de bachelor, et j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement aux personnes malvoyantes, et du coup j'ai voulu travailler autour du braille. Donc sur le disque extérieur vous avez les heures, sur le disque intermédiaire vous avez les dizaines de minutes, et sur le disque du centre nous avons le 0 et le 5. Et du coup, dans cette zone de lecture, donc qu'on peut toucher avec le doigt, il n'y a pas de glace sur cette montre.
Donc voilà, on peut venir lire les heures ainsi, sans disposer de la vue. Donc c'est un projet que j'ai réalisé pour le bachelor, et sur cette première année de master dans laquelle je suis, je tends à poursuivre ce projet. Bravo Lucille, et c'est un Merci. projet pour lequel tu as reçu le prix Time to Watches l'année Exactement, dernière, à c'est pour ça que je suis l'unanimité. Donc félicitations. Merci. Messieurs, vous voulez partager, échanger avec Lucille sur son projet, lui donner des conseils ou apprendre de Lucille peut-être un peu, Non, de il la n'y a, fraîcheur. pas de conseils à donner. Très bien. Donc c'est gratuit, c'est très bien. Bah, moi, j'ai pas de conseils, mais je trouve ça génial parce que ça s'inscrit aussi dans une longue histoire. C'est un peu la suite de la montre à tact historique, mais appliquée à une clientèle qui est complètement écartée, mise à l'écart de cette industrie. C'est vrai. Il y a eu des tentatives, on les a connues. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a une approche stylistique qui me parle, parce que on entend souvent des designers se plaindre. Non mais c'est vrai. Des noms. Non mais quand on est à l'école, c'est là où il faut ouvrir le spectre de la liberté et apprendre à la dresser, parce qu'elle n'est pas simple à dresser. Et les bons soldats à l'école, en général, je ne dis pas qu'ils font des bons ou des mauvais, mais c'est vrai que quand on a un bureau, on les voit arriver avec des portfolios où ils ont envie de faire comme les autres. Et ils ont fait comme les autres pendant quelques années. Et c'est très dommage. Je pense que là, on a un bel exemple à l'école de se dire, je fais comme je veux, quelles sont mes inspirations, puis on verra. C'est ça. Parce que c'est un bon signe pour après, dans un portfolio. Quand on voit un portfolio avec un objet comme ça, on se dit, tiens, on a affaire à une personnalité. Et pour durer dans ce métier, il faut de la personnalité, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est un avantage, parce que c'est vrai que des fois, il y a des travaux d'étudiants, on se dit, vous savez, Rolex existe déjà, hein, tranquille. Mais ils veulent peut-être aller travailler chez Rolex. Donc, ils n'ont pas besoin de faire une école. Mais dans votre cas, non, moi, je trouve très intriguant cette structure dessus, très mystérieuse. On ne sait pas si c'est un animal, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et moi, j'aime beaucoup les objets un peu mystérieux comme ça. Je dis bravo, superbe, superbe, ne change rien. Bah, bravo. Max, tu veux commenter? Commenter, je ne sais pas si on dit commenter, hein, pardon, les mots sont pas très justes. Non, mais l'aspect organique et le toucher, parce que là, finalement, tu concentres essentiellement. Oui. C'est le centre. Voilà, c'est le centre de ton projet, et ça change véritablement. C'est-à-dire, c'est vrai que généralement, une montre, on la regarde, mais on ne la touche pas forcément. Et là, tu vas concentrer finalement tout l'intérêt se fait sur le toucher. Et je pense que c'est ça, au niveau de la matière, non seulement ça fait sens, comme on l'évoque, sur une catégorie de personnes que l'on n'intègre pas forcément, surtout dans le domaine horloger, et de pouvoir jouer par la suite avec différents matériaux pour permettre un toucher différent, ça fait complètement sens, quoi. Donc bravo. Ça te touche? Je trouve ça... Ok. Merci au public. Magnifique. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce talk. Merci. Pardon? Ouais, c'est juste. Je regardais l'heure, c'est vrai, j'étais un peu inquiet. Mais est-ce qu'il y a des questions dans le public par hasard? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent échanger, rebondir? Non, pas du tout. Ah, il y a un monsieur là. Et une dame. Ouais, bon. Allô? Ah, voilà. Alors, j'y vais. Je commence par les dames. Ouais. Alors, là? Non, d'abord. Non, vous aussi. Bonjour, je m'appelle Aurore Calmier, je travaille pour la société Rocher Group, donc on fait des bracelets montres. Je voudrais savoir quand intervient la notion du bracelet dans l'acte de création d'une montre. Nous, on a souvent la sensation que ça arrive très tard à la fin, parce qu'on a beaucoup de demandes de bracelets 15 jours avant la foire. Et voilà, je pense que c'est pas la réalité, mais du coup, il y a parfois la sensation que le bracelet est pas tout à fait aussi abouti que le boîtier. Donc, je voudrais savoir un peu à quel timing ça arrive, et comment ça rentre dans le processus créatif et design. La question se pose au tout début, malheureusement, pour vous qui recevez tout à la fin. Dans la création d'une nouvelle boîte, nouvelle ligne, il y a une question qui fâche, c'est est-ce que ce sera un bracelet intégré? Est-ce que ce sera interchangeable?
Et depuis quelque temps, la mode du bracelet métal est arrivée. Donc, nous posons les bonnes questions. Après, il y a des soucis de budget. Un bracelet métal, un bracelet caoutchouc. Mais le sujet est tout à fait d'actualité et ouvert au début des projets. Après, si je parle du côté des fournisseurs, moi, ce que j'entends, c'est que, par exemple, en bracelet métal, j'ai beaucoup collaboré sur le sujet. J'ai pas toujours trouvé mes âmes sœurs pour fabriquer des bracelets métal. Sur le rubber, je trouve les délais complètement délirants. Les délais sont complètement fous. Et puis voilà. Et puis sur le cuir et les autres matériaux, il y a des nouvelles tendances. Mais du côté des marques, je comprends votre question. C'est vrai que ça peut arriver très tard. Le pire, on oublie le truc, c'est la boucle. Moi, mon truc, c'est la boucle. Le bracelet, je suis encore assez réveillé, mais j'ai souvent oublié la boucle. Parce qu'ils disent non, mais on va prendre une boucle déployante, mais il faut l'acheter. Mais ah bon, on l'achète tout, voilà la liste. Ah, mais on dessine un capot, mais je ne sais pas trop, mais on verra. Donc c'est vrai que vous pouvez être la dernière roue du char. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que par rapport aux bracelets et les peaux, les cuirs, nous, on travaille maintenant, par exemple, sur un projet qui va sortir 25, 26. Les tendances de couleurs changent, beaucoup de choses changent. Le bracelet est souvent attribué un peu, pas à la mode, mais donc les marques, mais j'ai vécu... J'étais chez des fabricants de bracelets il y a 10 jours pour se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour le salon? Eric, il faut venir avec nous. Ouais, ok. Ça fait 3 ans qu'on en parle, mais je comprends très bien. Ouais. Mais il y a une belle évolution, je trouve, globale sur l'approche du bracelet, venant des fournisseurs. Il y a des très très belles choses qui se sont développées sur ces peu d'années. Voilà. Ouais, Lucie, il n'y a pas encore de bracelet à ta montre, alors est-ce que c'est un sujet pour toi? Non, même pas de bracelet. Voilà. Après, on va donner encore une question après, puis après on va malheureusement devoir finir le talk, mais la discussion continue évidemment en dehors du talk. Max, tu voulais quand même rebondir un petit peu, après je donne la parole à monsieur. Pas forcément. Pas forcément, merci Max, très bien. Alors monsieur, voilà, j'arrive. Merci, bonjour, Roberto Marino. Petite question tricky, pour qui vous dessinez? Pour les marques, les patrons de marques, pour les clients, pour vous-même? Je l'ai dit avant, c'est un sujet intéressant. Moi, je dis toujours aux marques, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. C'est assez fou, c'est pour des inconnus. Personne ne les connaît, à part quelques collectionneurs qui nous poussent ou des marchés. Donc, on dessine pour... une marque qui existe, il faut savoir qu'elle trace sa route. Il faut quand même respecter certaines choses. Il parle d'ADN, mais c'est faux, vous le savez comme moi. Un ADN ne bouge pas. Un ADN de marque est en mutation complète. Mais... dans certains cas, on ne sait pas trop. Dans certains cas, on sait que certains détaillants sont très forts et puissants. Ce sont les gens de l'ombre, ils disent voilà, on pourrait aller là. Mais globalement, on dessine de plus en plus pour des marchés et du commerce. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des années où c'est vrai qu'il y avait des marques qui étaient un peu... Mais on ne va pas citer de nom, mais on est vraiment à l'écoute des marchés. Et je crois que ça n'a jamais été autant le cas. Si je peux me permettre, il y a tous les modèles possibles dans ce domaine-là. Chaque marque connaît, a une clientèle spécifique, enfin en tout cas quand elle se distingue. De toute façon, il y a toujours un modèle spécifique derrière une marque. Ça peut être une histoire, un design, une distribution. Et chacun de ces éléments va influencer le produit final et la manière de construire les collections. Il n'y a pas une manière de faire ou de concevoir. Tout le monde essaye de connaître son client final, mais en réalité, personne ne le connaît vraiment. Comme tu dis, on travaille vous travaillez, l'industrie travaille pour des inconnus. Des fantômes. Lucille, est-ce que tu voulais rebondir sur cette question très juste? Pour qui dessines-tu? Pour qui veux-tu dessiner? Pour mon problème actuel, on va dire, je m'adresse vraiment à une cible très très définie. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de rester uniquement dans cette catégorie-là et j'ai envie de proposer un objet qui parle à tous aussi. Donc je dirais avant tout pour la personne cible qui sont les personnes handicapées, les personnes malvoyantes, mais qui s'étend sur un public plus large. Voilà. Merci Lucille.
Max, est-ce que je te donne le dernier mot, hein? Après on s'en va. On ferme. Eh bien, depuis, pareil, là, je parle pour moi, mais depuis cette indépendance. Allongez-vous, Max. Parlez-nous de votre indépendance. Non, mais le fait de pouvoir dessiner donc pour la marque qui nous mandate, là toujours avec l'objectif de ce besoin. Donc là, c'est très spécifique à ce que souhaite la marque. Et en parallèle, de pouvoir aussi dessiner pour soi. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir le vivre aussi aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des idées de manière plus spontanée qui me permettent de libérer aussi ce qui m'inspire. Voilà, donc c'est-à-dire de jouer sur ces deux facettes, c'est-à-dire d'être en lien avec un briefing précis en fonction d'une demande, où là, de toute manière, on mettra tout de même notre personnalité, du fait que, voilà, notre sensibilité au travers de cette demande client, et puis cette libération de pouvoir aussi créer des choses pour soi. Et ça, c'est aujourd'hui très important pour moi, et je me sens d'autant plus libéré. Voilà. Libéré, délivré, ce sera le mot de la fin, et tout en fraîcheur. Et, libéré, délivré, ça se passe évidemment Frozen. Enfin, oui. Ok. Alors, excellente fraîcheur à vous, profitez bien, prenez une douche d'horlogerie ici au salon Time to Watches. Merci à Lucille, merci à Max, merci à Eric, merci à Stéphane, que vous pouvez retrouver. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tous? Partout, sur Internet. Vous avez des Instagram, ils ont des LinkedIn, vous les retrouvez sur les salons, c'est des gens parfaitement accessibles. Et puis je vous encourage vraiment à venir les rencontrer et à discuter. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce talk. Je remercie aussi l'audience Internet, parce que c'est aussi là que ça va se passer la suite. Et puis merci à Showcase aussi de nous avoir permis de mettre en avant ces montres afin que vous puissiez aussi voir en direct ce que nos invités voulaient montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. À très vite pour le prochain talk à midi, qui est un talk dédié aux femmes. Voilà. Il y a des femmes aussi dans l'horlogerie. Voilà, tout à fait. Merci.